Vous écoutez Remarquable. L'histoire et l'art. en balade. Remarquable. Salut, c'est Corinne. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Remarquable consacrée aux maisons d'illustres. J'adore mettre mes pas dans ceux de mes personnages préférés. Les lieux façonnent les êtres et font partie de leur histoire. En entrant chez eux, on s'imprègne des ambiances, on se prend à imaginer leur présence et on se sent proche d'eux. Pendant plusieurs semaines, je t'emmène chez Monsieur Rodin, le sculpteur, Monsieur Caillebotte, le peintre, et Monsieur Zola, l'écrivain. 3 immenses artistes du 19e siècle. Avec mes invités, on parcourt leur domaine, on évoque leur personnalité, leur œuvre et leur vie si passionnante. Alors ne rate pas le prochain départ et abonne-toi à Remarquable. Si tu souhaites me soutenir, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute me donneront la banane. Allez, viens, je t'emmène ? Aujourd'hui, je suis à Médan, une charmante commune des Yvelines en région Île-de-France, à une trentaine de kilomètres de Paris. La ville a gardé son apparence de village avec son église et son château dont je vous recommande la visite. C'est ici qu'Émile et Alexandrine Zola décident de s'installer en 1878 au 26 rue Pasteur. La maison est proche des bords de Seine. Zola cherche un lieu à la campagne, un endroit paisible, loin du tumulte de la vie parisienne, où il pourra se consacrer pleinement à son travail d'écriture. Je suis particulièrement heureuse de vous embarquer avec moi, car notre guide pour cette balade n'est pas n'importe qui. Martine, qui va nous accompagner tout au long de ces épisodes, est l'arrière-petite-fille de l'écrivain. Son nom de famille, Leblond Zola. Je la retrouve un jour de juin. Nous commençons par nous installer sous l'allée des peupliers. Je l'écoute évoquer son célèbre aïeul, bercé par le chant des oiseaux et la douce musique du vent dans les feuilles, au rythme des passages des trains. La ligne de chemin de fer, qui existait déjà du temps de Zola, passe au fond du jardin. Zola est né en 1840 à Paris. Ensuite, il est parti avec ses parents à Aix-en-Provence. En 1843, il avait 3 ans parce que son père, ingénieur, devait construire un barrage pour alimenter la ville d'Aix en eau. Donc, il fonde une société qui s'appelle le Canal Zola. Et le père meurt en mars 1847. Le petit Zola a 7 ans. Le père meurt d'une pneumonie sur le chantier. Et là, du jour au lendemain, c'est la misère traversée par Madame Zola et son enfant, parce que du jour au lendemain, il n'y a plus d'argent. La société qu'il a fondée fait faillite. Et Madame Zola rentre à Paris dans les années 1858. Et c'est là aussi que Zola vit dans des domiciles de plus en plus misérables. Et c'est ce qui lui donnera dans l'avenir l'envie de dénoncer toutes ces iniquités sociales et d'écrire sa saga des Rougon-Macquart. Car il a vécu toute cette misère. Et il était, par exemple, il allait au Mont-de-Piété pour s'habiller. Et parfois, il vendait un peu de matelas, un peu de laine du matelas pour s'acheter un peu de viande, voyez-vous. Ses amis d'Aix-en-Provence lui envoyaient de l'huile d'olive et il trempait du pain dans l'huile d'olive pour se nourrir. Parfois, ça lui arrivait d'attraper des oiseaux pour se nourrir également, lui qui aimait les animaux. Donc toute cette misère, ça a été terrible. Il a vécu une vie de bohème. Il a fréquenté donc les peintres, ce qui lui a permis de rencontrer tous ces jeunes impressionnistes qu'il a défendus, notamment Monet, Manet. En 1866, et Zola a toujours dit « Je serai
toujours du parti des vaincus. Et c'est ça qui ensuite l'a incité à défendre Dreyfus et également, il a également défendu la cause animale. Il était toujours du côté des plus faibles, des petits, des vaincus, en fait. Et voilà, donc Zola était un humaniste extraordinaire. Alors Zola a beaucoup travaillé. Et en travaillant beaucoup, s'est trouvé face à une certaine somme d'argent. En 1877, grâce à la parution de L'Assommoir, son roman sur l'alcoolisme. Et c'est ce qui lui a permis d'acheter à Médan une petite maison qu'il appelait sa cabane à lapins. Et c'est grâce à son travail. Et ensuite, c'est au fur et à mesure de ses succès littéraires qu'il a agrandi sa propriété à Médan. En 1866, il fréquente les peintres et il rencontre Alexandrine. Alexandrine, dans les années 1870, ils vivent ensemble et ils se marient en 1870. Alors, Alexandrine est une jeune femme qui a eu un parcours de jeunesse très difficile car elle a perdu sa mère très jeune et ensuite elle a été maltraitée par sa belle-mère, en fait. Donc, elle aussi, elle a connu cette misère. Et bon, Zola et Alexandrine se sont liés l'un à l'autre. Pour se renforcer, voyez-vous. Et elle a été une compagne très fidèle. Elle a toujours accompagné dans ses quêtes littéraires et notamment à Médan. Elle a été une maîtresse de maison accomplie. Elle a été également aussi, elle a beaucoup suivi les travaux. En fait, on lui doit beaucoup de cette maison. En fait, elle était vraiment quelqu'un de très généreux et de très drôle. D'ailleurs, elle avait beaucoup d'humour. Elle était intelligente, elle était gracieuse en fait, et elle était la fidèle compagne de Zola. Elle était vraiment digne. Elle était ambitieuse. Elle venait effectivement d'une condition difficile et elle aussi, on lui doit cette maison de Médan. Voilà. Et après la mort de Zola, puisqu'elle a survécu à la mort de Zola en 1902, elle a vécu jusqu'en 1925 et elle a été vraiment très fidèle à la mémoire de Zola. Elle a défendu la mémoire de Zola et elle s'est même occupée des enfants que Zola a eus avec Jeanne Rosereau. Donc c'est une grande dame, Alexandrine. En fait, elle est noble, vraiment un caractère d'une grande noblesse, d'une grande générosité. En fait, digne d'être l'épouse de Zola. Zola a décrit la nature dans son courant, le naturalisme, qui était opposé à l'idéalisme. Et il a conçu cette saga des Rougon-Macquart. Alors la façon dont il est composé, Zola était journaliste. Quand il était jeune, dans les années 1866, il était journaliste, donc il aimait beaucoup faire des enquêtes. Voilà. Alors il constituait des dossiers préparatoires avec des fiches pour les personnages. Il allait sur les lieux d'enquête. Par exemple, il est descendu dans la mine à Anzin pour écrire Germinal. Il a fait le parcours sur une locomotive entre Paris et Mantes pour s'imprégner du travail des cheminots en vue de l'écriture de la Béthumène. Voilà, vraiment, il allait sur les lieux. Même pour écrire La Terre, il est allé en Beauce également. Il lisait beaucoup autour des romans qu'il allait écrire. En fait, puis il constituait des dossiers préparatoires, des plans, des fiches pour chaque personnage. Il faut dire que les Rougon-Macquart étaient composés à peu près de 1200 personnages. C'était absolument très, très conséquent. Alors Zola était très organisé, très méthodique. Alors, toute cette documentation, il la rassemblait l'hiver, quand il était à Paris, pendant 4 mois. Et le reste du temps, il venait à Médan pour rédiger, c'est-à-dire du mois de mai jusqu'au mois de décembre. Et là, il rédigeait l'équivalent de 4 pages manuscrites par jour et par matinée pendant 4 heures.
Donc là, bon, ça paraît pas beaucoup. Mais Zola ne se contente pas de décrire. Zola est un artiste, un poète, donc il veut donner dans son œuvre tout ce qu'il y a de lyrisme, de roman, même de romantisme d'ailleurs, de poésie. Et il dit qu'il veut composer ses œuvres comme des grandes symphonies musicales. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il prend son temps. Alors, il dit toujours qu'il y a des caricatures qu'il présente. Il est toujours en train de faire des ratures parce qu'il cherche le mot juste. Et un mot qui chante, vous voyez, comme une grande symphonie musicale, en fait. Zola est un poète. Vous savez, il y a plusieurs façons de lire les romans de Zola. Il y a le côté social, bien sûr, toute cette fresque sociale, toutes ces iniquités sociales qui dénoncent. Alors, s'il dénonce les iniquités sociales, c'est surtout pour que la société prenne conscience de tous ces maux et améliore la situation des démunis. Voilà, c'est Zola, le côté Zola humaniste. Alors, il y a ce côté social qu'on voit dans l'œuvre de Zola. Bon, puis il y a aussi de tous les personnages des romans. Et alors, il y a aussi le lyrisme. Je vous parlais, ce côté poétique, des descriptions absolument qui sont magnifiques, en fait. Voilà, donc ça, c'est ça qui emporte aussi le lecteur dans son imagination, en fait. Voilà, donc Zola est avant tout un artiste, un poète, et puis écrire ici dans cet environnement de verdure, cet havre de paix, pour Zola, c'était le cadre idéal pour se livrer à son écriture lyrique. Voilà, c'était un peu cela. Et là, vraiment, cet environnement se prête à cela. Et ce silence. Si Zola est venu à Médan, c'était justement pour trouver cet îlot de verdure. Car pour Zola, la nature, c'est son énergie. Zola ne fumait pas, ne se droguait pas, il ne buvait pas de café non plus. En fait, lui, son énergie, c'était la nature. Voilà, la chlorophylle, c'est ce bain de nature l'homme fait partie intégrante de la nature, donc il n'y a pas mieux. Donc voilà, notre Zola écrivain dans cet espace protégé. Il continue à être protégé d'ailleurs, fort heureusement. Émile Zola a connu une enfance difficile, miséreuse même. Une période qui a contribué à forger son caractère et ses convictions. Comment le jeune Émile est-il devenu Zola, l'écrivain à succès et fortuné? Il est entré chez Hachette, et là il faisait des paquets en fait. Et puis après, il s'est fait remarquer parce que comme il écrivait quelques nouvelles, il les a glissées auprès d'un responsable. Et puis il s'est fait repérer. Et puis c'était quelqu'un qui était très intelligent, donc il avait un besoin d'écrire et de transmettre des valeurs. Et il en a profité, il a profité de cette occasion d'être chez Hachette pour publier des contes. Et c'est ça. Et puis après, il écrivait beaucoup d'articles de journaux pour gagner de l'argent, parce qu'il fallait bien qu'il gagne de l'argent. Et donc, il était journaliste au départ, et comme ça, il gagnait un peu d'argent, parce qu'il fallait bien qu'il s'occupe de sa mère, qui était à Paris avec lui, et puis qui ne travaillait pas. Comment on explique ce succès de l'Assommoir ? Oui, justement, c'est parce que c'était un roman qui était à la limite vulgaire, finalement, parce que Zola utilisait des termes argots employés par les ouvriers, parce que c'était du naturalisme, vous comprenez. Il décrivait la réalité. Il décrivait la réalité de ces ouvriers, Coupeau, qui tombe du toit, qui est handicapé. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Il est malheureux, il est miséreux. Il se met à boire, le malheureux. Voyez-vous, il se met à boire parce qu'il vit des conditions de vie absolument inhumaines. Ce travail d'ouvrier, et après il n'est pas aidé, donc il sombre dans l'alcoolisme, vous voyez, malgré lui. C'est pas une faiblesse de la part de cet ouvrier, c'est la société qui est responsable. La société ne protège pas, la société doit protéger les malheureux, et ça c'est de tout temps, ça.
c'est même maintenant, si vous voulez, de la société. La société doit protéger les plus faibles. Donc là, on doit l'aider à se sortir de cette misère, de ce marasme, cet homme qui est handicapé. Bien, lui, il n'a plus qu'à faire, c'est d'aller au café du coin et puis boire. Et ce roman, évidemment, a remporté du succès parce que personne jusque-là n'écrivait comme ça. Mais alors, qui étaient les lecteurs ? Tout le monde, hein, tous ceux. Alors après, les romans de Zola étaient publiés en feuilleton dans les journaux. Zola, ça lui permettait de toucher un peu d'argent, vous voyez, parce que lui non plus, hein, il n'avait pas un salaire à la fin du mois. Hein. S'il ne travaillait pas, il gagnait rien et il ne pouvait pas se nourrir. C'est quand même la base. Hein. Donc, ça lui permettait de gagner quelques sous. Et alors, ça rendait les lecteurs fidèles. Vous comprenez ? Parce que chaque jour, ils lisaient leurs quelques colonnes dans le journal. Et puis, vous voyez, c'était une façon de se faire connaître et de vendre après. Alors après, les livres étaient vendus en librairie. Vous voyez ? Puis après, il y en avait qui étaient adaptés au théâtre, comme L'Assommoir. L'Assommoir a été adapté au théâtre de l'Ambigu. Et donc, c'est la façon dont les œuvres étaient diffusées à l'époque. Donc, les lecteurs, c'était tout le monde, en fait. Hein. Dans le milieu ouvrier, peut-être pas mais le milieu ouvrier, mais le milieu ouvrier, ils n'étaient pas contents parce que on montrait leur travers. Ouais. On dit, et alors, Zola, il utilisait des mots. Alors, c'était des mots vulgaires, bien sûr. Donc, ces pauvres gens étaient pas contents. Vous comprenez qu'on dise ça. Mais c'était justement Zola... pour montrer la réalité de leur vie. La réalité. Il dénonçait tout cela de façon à ce que la société améliore la condition de ces pauvres gens. Oui. C'est le côté humaniste de Zola. C'est ça qui était magnifique. Et jusqu'à maintenant, non, on ne le faisait pas. C'était jamais... On était dans les romans idéalistes, en fait, vous voyez, dans le surfait, en fait. Là, c'était quelqu'un qui, pour changer... la société, pour protéger le démuni, le pauvre, celui qui peut pas se défendre, qui a pas d'argent, il est accidenté, il va au café du coin et puis il boit. Puis après, c'est le drame. Donc la condition ouvrière n'est pas responsable, voyez-vous. Mais est-ce qu'on peut dire que c'était un militant socialiste ? Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est du social. Hein. Vous savez, maintenant, le socialisme, malheureusement, ça ne veut plus dire grand-chose. C'est des idées d'humanisme. Moi, je préfère parler d'humanisme, si vous voulez, parce que... mettre l'humain au centre de tout. L'humain, la défense du faible. La société doit défendre les plus faibles. La République, qu'est-ce que c'est ? Liberté, égalité, fraternité. Toute l'œuvre de Zola renferme de la fraternité, c'est le mot fraternité. Oui. Parce que l'égalité, vous savez, égalité, un ouvrier, il naît dans un certain lieu, dans un certain quartier, il n'y a pas d'égalité. Si vous naissez à la cour d'Angleterre, si vous naissez à la Goutte d'Or, après la justice, il faut que chacun soit protégé par la justice et par le droit. Ça, c'est vrai. Là, il faut qu'il y ait une égalité devant la justice, mais il n'y a pas d'égalité à la naissance. Donc après, chacun a son fardeau ou sa chance. On n'est pas des gens qui naissent avec une cuillère de vermeil dans la bouche et d'autres avec même pas une cuillère parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Et voilà, donc à la force de Zola, l'admiration qu'on peut avoir pour cet homme, c'est d'avoir dénoncé comme ça dans les années 1880 cette misère. Voilà. Donc c'était un humaniste. Et son intervention dans l'affaire Dreyfus, c'était ça. Vous savez, au début, qu'est-ce qu'il a fait, Zola ? C'était tout simplement, c'est parce qu'il y avait un homme qui était en train de mourir au bagne. Hein. C'était un drame humain. Alors, c'est un drame de justice et tout, mais au départ, il ne supportait pas. Hein, il ne supportait pas cet homme qui allait mourir au bagne alors qu'il était innocent. Ouais, donc, le côté était très sensible. Il avait une hypersensibilité, Zola. Quand il était petit, il était très, très sensible, en fait. Hein, une hypersensibilité. C'est son caractère, son tempérament, et en même temps une force.
Oui. Mais très émotif. Très, très émotif était Zola. Dans la cause animale, c'était un homme qui il supportait pas la vue d'un animal mourant, vous voyez, en fait. C'est toujours été d'une grande sensibilité et bon, c'est surtout, voilà, c'est l'humanisme de Zola. Si on peut résumer l'œuvre et l'homme Zola, c'est humanisme avec un grand H. Zola était un pacifiste. Il a dénoncé la guerre. Il a dénoncé la guerre à travers la débâcle, comme une absurdité folle. L'attaque du Moulin, sa nouvelle publiée dans les soirées de Médan, c'est la même chose. La guerre de 1870. Voilà, c'était Zola il était pour la paix, vous savez, pour le vivre ensemble. Et finalement, la société devrait être simple. Alors, enfin, voilà, et puis... alors tout ça, bon, il s'est engagé dans l'affaire Dreyfus, il est parti en exil. Alors là, il en a souffert abominablement parce que lui, il ne voulait pas partir. Surtout, il ne voulait pas partir. Il trouvait que c'était lâche. Mais ses avocats ont voulu qu'il parte absolument. Il aurait préféré être emprisonné, aller jusqu'au bout, voyez-vous. Et ensuite, quand il est rentré, il a été un peu désabusé parce qu'il y a eu la loi de l'amnistie en 1901. Il a été amnistié comme les coupables. Donc il était écœuré. Il s'était lancé dans cette bataille d'affaire Dreyfus en pensant que ça allait être simple. Et puis non. Et puis après, il est mort. Il est mort dans des conditions mystérieuses. Il a quitté Médan le dimanche 28 septembre au soir et il est mort asphyxié dans la nuit du 28 au 29 septembre. Alors, il est mort, la cheminée était sans doute bouchée. Alors, volontairement, comme il n'y a pas eu d'enquête, on ne peut pas affirmer que Zola a été assassiné. Voilà. Donc, mais l'hypothèse de l'assassinat politique est beaucoup plus crédible que l'hypothèse de l'accident. Car Zola, tout au long de l'affaire Dreyfus, recevait des lettres de menaces de mort. En fait, ici, Dupont, on lui envoyait des pierres. Il était maltraité par la Ligue des Patriotes. Donc, sans doute, a-t-il été assassiné par ces extrémistes de droite. Mais comme il n'y a pas eu de preuves, on ne peut pas l'affirmer, voyez-vous. Donc là, c'est un mystère, la mort de Zola. Voilà, c'est assez horrible. Oui, une terrible fin et une fin mystérieuse aussi. Nous en reparlerons. Avez-vous noté que Martine parle bien souvent de son arrière-grand-père au présent ? C'est touchant. L'ombre de Zola n'est pas si loin. Ses engagements, ses écrits ont laissé une empreinte dans nos esprits. Dans le prochain épisode, nous entrons chez les Zola. À très vite! Vous êtes encore là ? Merci de m'écouter jusqu'au bout. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les notes et les photos de l'épisode sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous aimez Remarquable ? Aidez-moi à faire connaître le podcast en partageant ces épisodes ou en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux. Et parlez-en autour de vous. Merci.